Alors donc la data au cœur des problématiques de l'asset management. Bon, la problématique n'est pas nouvelle et pour autant on va essayer quand même de l'éclairer un peu différemment donc avec le panel que l'on a ici. Donc c'est vrai que entre le data mart, le data hub, le data lake et tous ces très jolis mots, on a voilà, toujours autour des sujets d'asset management la problématique de gestion d'actifs au sens large, la problématique de la data qui se pose. Et donc nous on va essayer ce matin de discuter des approches que l'on peut avoir et conséquemment des solutions que l'on peut choisir pour traiter tel ou tel pan de la donnée, la manière d'architecturer les choses, le tout dans le but de ne pas être seulement une usine à normaliser la data, mais autant que faire se peut d'essayer d'en tirer des enseignements. Donc, on a décidé de structurer cette table ronde en trois grands axes. Le premier, c'est comment apporter de la valeur, finalement, en étant positionné en tant que simple, entre guillemets, agrégateur ou sourceur de données. Et donc on va poser le débat de cette manière-là, c'est-à-dire interprétabilité vs sourcing. Grégoire, quand on a préparé cette table ronde, de ton côté, finalement sur le débat interprétabilité vs sourcing, tu avais une conviction très claire. Est-ce que tu peux du coup nous l'exposer en quelques minutes ? Oui, merci beaucoup Mathilde et bonjour tout le monde, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on aura des débats productifs pour vous ce matin. Alors peut-être pour répondre à la question, je vais présenter WeFin rapidement. WeFin, on est une fintech spécialisée finance durable. On est aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs, on a 25 à 30 clients en fort développement. On a fait une première levée de fonds l'année dernière et on va vers la deuxième. Notre mission à nous, c'est d'accompagner les investisseurs, gérants, analystes ESG, dans le développement de stratégies ESG ambitieuses. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ça? En fait, on veut sortir du gérant qui va venir vous voir en disant « Pour moi, l'ESG, la finance durable, c'est une contrainte, j'en ai marre de toutes ces contraintes et ça m'empêche de faire de la perf ». À un gérant qui va finalement gagner des clients avec une stratégie ESG parce qu'il aura réussi à prouver à ses clients que ça lui apporte de la valeur. Donc on est vraiment dans ce thème de la valeur apportée par l'ESG et qu'il aura réussi finalement à montrer que sa stratégie de durabilité a un vrai intérêt dans sa gestion. Alors, quel rapport avec la data tout ça et avec le débat interprétabilité versus sourcing? En fait, au moment de monter WeFin, moi je me suis rendu compte en discutant avec les analystes ESG, avec les gérants, qu'ils passaient 80% de leur temps lorsqu'ils faisaient de l'ESG, à faire du data management. Alors si vous allez voir des gérants equity, des gérants fixed income, finalement leur boulot avec les sources ESG, c'est pas de prendre une donnée et puis d'essayer de gérer leur portefeuille, c'est déjà d'essayer d'avoir un signal intelligible pour pouvoir prendre une décision d'investissement. Et pour ça, ils ont des dizaines de sources à regarder et globalement, elles sont toutes de mauvaise qualité, au sens où, enfin mauvaise qualité, on y reviendra, mais au sens où il y a des problèmes de couverture, il y a des problèmes de savoir si le chiffre est bon ou pas. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais, mais en tout cas de savoir si le chiffre est bon ou pas. Alors nous, on s'est dit, OK, il va falloir régler tous ces problèmes-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problématiques dans la data ESG qui étaient centrales, qui étaient impossibles à gérer avec les outils qui existaient actuellement, et donc qu'il fallait monter un ESG Operating System. Donc voilà, long story short, WeFin, c'est un ESG Operating System. On est là justement pour accompagner au scaling de ces stratégies ESG. Et effectivement, dans le débat, nous, on s'est positionné en tant qu'agrégateur de données d'abord. Alors pourquoi agrégateur? Parce que nous, on a la conviction, alors c'est vrai dans le cas général, mais c'est tout particulièrement vrai sur l'ESG, qu'il y a déjà beaucoup de données. Il y en a partout. Si vous comptez le nombre de fournisseurs de données qui sont utilisables aujourd'hui, moi, mon chiffre s'est arrêté à 90. Après, on a arrêté le comptage. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont généralistes, des petits, des gros. Et donc, ce qu'on voulait avec WeFin, c'était être capable de fournir la grille de lecture de tous ces fournisseurs-là. Donc, ce qui est central dans notre plateforme, c'est justement qu'on va chercher à intégrer toutes ces données pour le compte de nos clients, leur en faciliter la lecture, les mettre en qualité. Et c'est ça qui fait la force de notre offre, cette capacité non pas à sourcer un chiffre, finalement, mais à rendre
toutes ces données ESG intelligibles. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez intégrer une empreinte carbone dans une stratégie d'investissement. Vous pouvez dire que vous faites de la biodiversité. Pour dire que vous faites de la biodiversité, vous avez plus de problématiques d'interpréter la donnée de la biodiversité plutôt que de la créer. Voilà. Donc c'est ça l'offre WeFin aujourd'hui, une grosse plateforme d'agrégation. Et après, bien sûr, on fait tout le reste de la chaîne, des calculs, mais on y reviendra, je pense, après, des calculs, du reporting. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir un one-stop shop pour les investisseurs qui va pouvoir être l'antichambre de l'ESG et leur permettre de régler toutes leurs problématiques. Voilà. Donc dans le débat interprétabilité sourcing, moi je me place vraiment du côté interprétabilité aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors justement, pour l'autre côté du débat et côté sourcing, Sylvain, est-ce que tu peux nous décrire du coup l'approche qu'a Sésame, qui est donc un peu orthogonale à ce que finalement vient d'expliquer Grégoire, ou peut-être complémentaire? Avec plaisir. Et on a organisé ça comme un débat involontairement, je le précise. D'abord, merci beaucoup aussi pour l'accueil. Merci à Finance Innovation. Moi, je suis cofondateur et CEO d'une startup qui s'appelle Sésame et donc qui est data provider, qui est vraiment du côté sourcing data ESG. Et nous, on a une conviction un petit peu différente. On peut finalement, dans notre petit monde tournant autour de la data ESG pour quelques grands acteurs très qualifiés, avoir l'impression que la data ESG, c'est fini, on a tout couvert, on a à peu près tout ce qu'il nous faut avec les 90 data providers que tu décrivais. Mais je voulais quand même présenter une situation un petit peu différente. En fait, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la data ESG? En grande majorité, c'est moins de 30 000 sociétés couvertes, principalement des sociétés large, mid-cap, internationales, avec une mauvaise couverture d'ailleurs, small cap Europe, ou une couverture en Asie par exemple, une couverture inexistante en private equity ou sur du high yield. Et donc en fait, la réalité dans le cadre de la transformation du monde de la finance, c'est qu'il y a un énorme trou dans la raquette du côté de la data ESG. Il y a des classes d'actifs entières qui ne sont pas couvertes, notamment le private equity. Et d'autre part, comme l'illustrait Grégoire, il y a quelques limitations du point de vue de la data elle-même. Donc on dit la data n'est pas forcément de bonne qualité notamment, mais il y a aussi des problèmes du point de vue de la valeur de la data et notamment la fréquence de la data. Quand on a un dataset ESG qui est actualisé par exemple une fois tous les 3 mois, une fois tous les ans, ça devient aussi assez difficile pour les gérants d'aller extraire de la valeur au-delà du réglementaire et d'aller intégrer ça dans leur gestion quotidienne qui tient compte des événements parfois de la journée dernière, voire des 15 dernières minutes dans certains cas. Et donc nous on a cette conviction et chez Sésame, notre ambition et notre projet, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller combler ces trous de données. Et donc notamment, notre métier, c'est d'aller cruncher plus de 20 milliards de documents web, de la news, des sites d'ONG, des datas de rapports, etc., pour aller automatiquement détecter une catégorie spécifique de data ESG et d'événements ESG qui sont les controverses. Donc aller vérifier s'il y a des problématiques qui se posent sur les sociétés qui pourraient justifier une exclusion, dans le cas du Do No Significant Harm, notamment sur les fonds article 8. Et ce qu'on fait pour faire ça, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour aller lire le texte de manière automatique, qualifier chacun des événements de manière systématique. Donc on a une centaine de catégories d'événements. Par exemple, on va dire tel article correspond à un événement de greenwashing, tel article correspond à du child labor, par exemple, ce qui justifie des exclusions systématiques. Et le gros avantage, c'est qu'on le fait sur des sociétés qui sont aussi mal couvertes. Notamment, on a une grosse activité en private equity. On travaille avec 7 du top 10 private equity mondial. Et Carla, elle est également actionnaire chez Sésame. Et donc, ça nous permet vraiment de couvrir, grâce à l'intelligence artificielle, toute une gamme d'actifs qui ne peut fondamentalement pas être couverte manuellement et qui ne pourra jamais être couverte manuellement, en fait. Il y a des millions de sociétés dans le monde et l'univers du côté large cap, mid cap, c'est en fait un tout petit échantillon de sociétés. Et donc, nous, chez Sésame, notre conviction et qu'on a déployé avec la société, c'est pas un sujet qui est fini, en fait. Il y a encore des problématiques de data qui sont majeures et il y a une agrégation et une concentration des datasets autour d'un univers qui est minuscule et autour finalement d'une série d'indicateurs qui n'est pas forcément toujours le bon pour aller qualifier ce qui intéresse les gérants. Merci Sylvain. Alors de ton côté, Jean-Bernard, on n'est pas très très loin finalement de ce que fait Sylvain et en même temps, si, donc pas tout à fait sourceur, pas tout à fait interpréteur. Voilà, comment se positionne Causality Link, dont les gens bilingues dans cette salle ont tout à fait compris la thématique. Donc je te laisse nous expliquer.
Alors Causality Link, c'est une start-up américaine, mais montée par un Français, ça vaut le coup de le dire. C'est un des papes de l'IA en France, puisque c'était le patron, pour ceux qui connaissent un peu l'IA, le patron d'Ilog, le fondateur d'Ilog, qui a été la première licorne française en intelligence artificielle. Donc Pierre Arène a monté cette société il y a quelques années, et le principe de base, c'est de se dire que finalement, quand on a des données, ce qu'on cherche à faire en général, c'est les récolter, les stocker, les interroger, et puis derrière trouver des corrélations, éventuellement en faisant du machine learning, etc. Mais on cherche à trouver des corrélations et donc à en extraire du savoir. Eh bien nous, on fait le contraire. On se dit finalement, c'est le savoir humain qui est à l'origine de la construction de ces données. Si après tout un cours augmente, un prix augmente ou baisse, c'est bien parce qu'il y a des gens qui se sont dit avant, tiens, ça va monter, ça va baisser. Et donc, plutôt que d'aller chercher des données déjà existantes, on préfère aller modéliser le savoir préalable, ce qui nous permet d'avoir un peu d'avance, mais c'est toujours bien d'avoir un peu d'avance, dans la connaissance de savoir. Alors comment on fait ? Eh bien on va lire, on a aujourd'hui 130 millions de textes structurés, qui sont plutôt des articles de presse ou des articles d'analystes, dans une base de données énorme. On a 5 ans d'historique, on lit en 27 ou 28 langues, je ne sais plus très bien, et tout ça, on les agrège, et donc on récupère les informations brutes, on récupère les tendances sur ces informations, et puis on récupère surtout les liens de causalité. Alors vous imaginez les liens de causalité sur l'ensemble de ces indicateurs, événements, etc. Ça fait une modélisation du monde sous forme d'un graphe immense, évidemment, qu'on met ensuite à disposition de nos clients. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Alors, donc, finalement, qu'on soit fournisseur, interpréteur ou capable d'effectivement sortir des liens de causalité, on voit bien que la output attendue, c'est la fameuse golden data, golden copy. Chez Corporatings, c'est comment vous vous positionnez par rapport à ça, Marc ? Alors nous, du coup, chez Corporatings, on collecte et on redistribue la donnée fondamentale. La donnée fondamentale, on peut dire, on peut penser que par exemple, en comparaison avec ce qui a été dit, c'est très bien couvert. Données fondamentales pour des sociétés cotées, par exemple, on va avoir des chiffres, effectivement, de beaucoup de sources de données différentes. Mais elles restent de relativement mauvaise qualité, en fait, dès qu'on sort de la large cap. Les données qui sont récupérées chez les fournisseurs de données classiques, elle n'est pas fiable. Et la plupart des analystes, aujourd'hui, vont chercher de la donnée brute dans des PDF. Ces documents-là, ils sont souvent mal sourcés, pareil, pour les sociétés qui sont des mid-cap et des small-cap. Et du coup, Corporatings a entrepris de faire une base de données qui va collecter toute cette donnée-là et la restituer de manière fiable. C'est-à-dire que chaque donnée présente dans le document va être présente dans notre base de données et on va travailler plutôt sur le sens de la donnée. Vous dire, est-ce que cette donnée-là qui a été présentée, elle correspond effectivement au sens que le titre de la donnée prétend ? Est-ce qu'elle est bien alignée avec la norme ou avec la pratique commune ? Cette donnée-là, qui est fondamentale et qui est censée être la base de la valorisation de la société, aujourd'hui, elle est finalement mal couverte parce qu'elle est reportée, mais il n'y a pas le sens derrière de qu'est-ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle est vraiment alignée ? Et est-ce que vous pouvez l'utiliser comme vous êtes censé l'utiliser ? Donc ce travail-là, il peut être fait que si on détient les documents effectivement qui sont les documents sources. Donc il y a un gros travail de sourcing qui est d'aller chercher ces documents-là. Et après, il y a un gros travail d'interprétation pour aller comparer l'ensemble de ces données-là et vous donner la bonne interprétation. Ce travail-là, non seulement il nous permet de délivrer de la valeur aux asset managers, mais aussi de faire du feedback aux sociétés cotées pour qu'elles améliorent le reporting, aux auditeurs pour qu'ils puissent les vérifier et vous donner l'assurance que vous attendez, aux régulateurs et aux normalisateurs eux-mêmes pour qu'ils fournissent enfin des normes qui vous permettent d'avoir les chiffres qui vous permettent de faire l'analyse. Cette problématique-là et ce positionnement, il permet à la fois de répondre à la problématique des asset managers et des analystes d'être capables d'aller chercher finalement la donnée dont ils ont besoin sur des sociétés qui sont mal couvertes, donc au mid-cap, small-cap sur lesquelles il y a actuellement peu de couverture, et les sociétés elles-mêmes sont heureuses de coopérer puisqu'elles veulent forcément améliorer leur visibilité et leur liquidité. Aujourd'hui, un analyste français qui veut aller chercher les données sur une mid-cap, une small-cap finnoise, il peut le faire qu'à la main avec des rapports qui sont mal traduits et des données qui sont difficilement compréhensibles. Voilà. Donc nous, c'est ce problème-là qu'on résout sur des sociétés sur lesquelles on pourrait penser qu'elles sont bien couvertes, mais lesquelles ce ne serait pas le cas, et sur les données qui sont les données les plus cruciales pour faire ce travail d'asset management. Alors, on arrive du coup finalement au volet 2 de cette table ronde. Donc,
une fois qu'on s'est dit que parmi les néo-acteurs, on pouvait être positionné sur des pans de la chaîne différents, et donc avec des stratégies soit de sourcing, soit d'interpréteurs, d'agrégateurs, dans quelle mesure finalement vous concurrencez réellement les providers de données classiques, voire hégémoniques, que sont les Bloomberg, les MSCI, et puis plus récemment ceux positionnés sur l'ESG comme Sustainalytics par exemple. Et donc si il fallait reprendre un axe de débat, parce qu'on a aussi construit le deuxième volet de cette manière, on a finalement en discutant, on a vu qu'il y avait deux modèles quelque part un peu opposés qui avaient conduit notamment à la construction de Sésame d'un côté et Wifin de l'autre. Comment vous les résumeriez, Grégoire, de ton côté? Voilà, quelle est la conviction sur laquelle vous avez bâti Wifin? Oui, alors c'est vrai qu'en termes de conviction, on n'est pas parti du même point de départ, mais c'est vrai que on a tous les deux voulu, je pense, changer le statu quo sur cet univers des fournisseurs de données, ESG en particulier, mais fournisseurs de données en général. Alors moi, MSCI, Sustainalytics, Bloomberg, FactSet, c'est des partenaires. En fait, nous, ce qu'on a fait dans notre plateforme, et c'est notre point de départ, c'est que on a intégré toutes ces sources de données dites classiques parce qu'on sait que nos clients en ont besoin et qu'on travaille avec eux à créer une golden source sur l'ESG. Donc en fait, nous, notre point de départ, c'est qu'il y a beaucoup de sources. Vous prenez, on a un grand client qui fait partie du corps d'État, ils ont 15 sources de données ESG. Mon asset manager qui a le plus de sources de données en a 25. Plus généralement, moi je trouve qu'en général le nombre de sources de données nécessaires pour faire une stratégie ESG réside entre 5 et 10. Alors du coup, notre point de départ à nous, c'est qu'il y a trop de données, trop de sources, et il faut déployer de l'algorithmique et de l'intelligence pour pouvoir mêler toutes ces différentes sources, qu'elles se parlent les unes avec les autres, et qu'on ne dépense pas du temps à essayer de faire discuter Bloomberg avec FactSet, avec Sustainalytics, et justement qu'on soit capable de les utiliser directement. Donc ça, c'est notre point de départ. Et en fait, dans cette optique-là, d'ailleurs, nous, on a fait un énorme algorithme de matching avec un petit peu d'IA, avec beaucoup de bon sens et une algorithmique assez avancée pour pouvoir automatiser tout ça, maximiser les taux de couverture et faire en sorte que nos clients n'aient pas à mettre les mains dans le cambouis sur cette partie et puissent se concentrer sur leur gestion. Puis pour faire un petit pont quand même avec ce que fait Sylvain, c'est justement notre setup qui va permettre de remettre en cause, on va dire, l'hégémonie des gros data providers. Pourquoi ? Quand vous n'avez pas les moyens, que ça vous génère du bruit en tant qu'asset manager, vous n'allez pas avoir 5 ou 10 sources. C'est un boulot monstrueux de toutes les intégrer. Grâce à notre plateforme, ça devient vraiment plug and play. Et justement, c'est là où on va pouvoir utiliser des sources propriétaires comme celle de Sylvain, qui génèrent beaucoup de valeur sur certains pans, alors le non-coté, certaines typologies de données comme la biodiversité, comme le carbone, et qu'on va pouvoir du coup avoir des data providers spécialistes. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut être beaucoup plus capable de faire dans l'asset management. Avoir plein de sources spécialistes comme ça va aider à générer de la valeur, à développer des stratégies de gestion originales et à se différencier de la compétition. Et nous, on veut rendre ça plug and play, facile d'emploi avec la plateforme qu'on a développée. Donc vous déployez de la technologie pour gérer l'abondance de données finalement. Et alors de l'autre côté, Sylvain, vous, si on devait résumer rapidement ce à quoi sert le déploiement de votre technologie? Alors nous, on est en fait à la fois dans certains cas compétiteurs de ces acteurs. On parlait de MSCI, Sustainalytics, etc. Et à la fois partenaires. Donc on a par exemple un partenariat avec Bloomberg. Et ça dépend un petit peu sur quelle portion du marché on se positionne et quelle est la conviction. Sur les marchés cotés, donc type large cap, sur lequel la couverture est relativement bonne, on va avoir certains de ces acteurs qui ont des offres orientées controverses. Et donc là, le but, ça ne va pas être de challenger sur des sujets couverture, ça va être soit d'être un partenaire technologique, donc carrément d'intégrer notre technologie pour leur permettre d'accélérer leur processus d'analyse. Il faut savoir, sans citer d'acteurs, que en général, une société comme ça, la manière dont elle fait son traitement de controverses c'est à partir de news, donc de la même manière, mais c'est des équipes de centaines d'analystes qui vont pointer manuellement les événements, les interpréter, etc. Et ensuite un comité final qui va se réunir avec une fréquence assez faible et au bout de 3 mois après l'événement, décider que la société effectivement
dans une situation de controverse. Donc là, nous, on peut être un challenger sur la partie notamment fréquence de l'information, ça c'est critique, et c'est une de nos convictions, notamment sur les marchés quantitatifs, où c'est important sur ces marchés-là d'être prévenu de la controverse rapidement et de pouvoir absorber ces indicateurs dans la gestion. Mais on est aussi dans certains cas partenaires sur lesquels on va vraiment fournir la technologie pour que ces acteurs puissent eux-mêmes accélérer leur processus et puissent intégrer ça dans leur sujet d'analyse. Donc ça, c'est sur la partie côté, où on challenge dans certains cas, on est en partenariat. Et sur le non-côté, on est plutôt un peu seul, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de golden source d'information. L'ensemble de la data, elle est reportée par les sociétés. Et la conviction qu'on a là-dessus, c'est qu'il manque cette source d'information un peu fondamentale. Il y a 2 solutions qui s'offrent sur le marché. La première, c'est les estimates. Donc c'est une conviction qui dit, pour évaluer les KPIs ESG en complément de ce qu'a reporté la société ou sans ce qu'a reporté la société, je vais utiliser une sorte de moyenne de l'industrie et du secteur. Alors c'est une solution, ça permet de cocher les cases réglementaires notamment, mais ça ne donne pas d'informations sur la société elle-même. Et ça, c'est assez problématique quand on veut faire de la gestion réelle et quand on veut vraiment se positionner sur des sociétés. Nous, on a une conviction un peu différente qui dit chacune de ces petites sociétés, que ce soit du small cap, que ce soit du private equity, il faut des data points qui sont propres à cette société. Et idéalement, il faut une vision un petit peu indépendante de celle que fournit le management. Voilà, donc d'où la controverse sur ces actifs-là, sur lequel en fait on prend une vue externe à la société. On regarde si elle est exposée à des problématiques, notamment de gouvernance, que le management ne va pas forcément reporter immédiatement. Et on va fournir ça sous forme de data structurée, d'événements et de scores. Voilà, donc ça dépend un petit peu du positionnement. Dans certains cas partenaires, dans certains cas un petit peu plus challenger, et dans certains cas pas du tout sur les mêmes marchés en fait. Et nous, on se concentre vraiment sur l'expansion du potentiel aussi de la data ESG sur des marchés sur lesquels elle n'est pas couvert. On sait que ça a un impact et on sait qu'il faut mesurer pour changer. Donc c'est un petit peu ça l'objectif aussi. Donc créateur de nouveaux points de données. Il nous en manquait. Merci Sylvain. Et du coup, Jean-Bernard, alors de ton côté, toi tu fais vraiment finalement de l'usage de la data assez singulier qui est celui de Causality Link, savoir l'explicabilité finalement de cette data. La clé de voûte de votre proposition de valeur, est-ce que tu peux expliquer Oui, alors je vais prendre un exemple, parce que de dire qu'on modélise le monde avec un graphe, avec des millions de liens, c'est peut-être un peu, on va dire, théorique. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Si quelqu'un a écrit quelque part dans le monde, dans la presse, ou dans un rapport d'analyste, parce qu'on travaille des fois avec des documents privés pour un client, que si le prix du caoutchouc augmente, le cours de Michelin diminue, on va stocker quelque part, nous, qu'il y a un lien qui va dans le mauvais sens, que si le prix du caoutchouc augmente, eh ben, le cours de Michelin diminue. Si par ailleurs, quelqu'un a expliqué que quand la politique fiscale du Brésil augmente, enfin la pression fiscale, le prix du caoutchouc augmente, du coup, je vais avoir un lien entre la politique fiscale et le prix du caoutchouc sur le cours de Michelin. Alors vous imaginez comme ça que je peux remonter, parfois assez loin, parfois moins loin. Mais si jamais la fiscalité du Brésil bouge, je vais intuiter, enfin je vais me démontrer avant que bientôt le cours de Michelin va bouger et je connaîtrai le sens dans lequel le cours de Michelin bougera. Donc ça permet d'avoir toujours un peu d'avance. Deuxième chose, c'est que cette causalité, elle est relativement stable. Donc ces liens de cause à effet, ils sont stables dans le temps. Le prix du caoutchouc peut bouger en permanence, ça c'est possible. Je ne connais pas le caoutchouc, mais bon, peut-être que ça bouge tous les jours, voire d'heure en heure. En revanche, le lien qui fait qu'il y a un lien négatif entre le prix du caoutchouc et le cours de Michelin, lui, il est relativement stable. Donc ça, c'est très important parce que du coup, ça va permettre ensuite de prévoir ce qui se passe. Point très important, c'est que de temps en temps, ces liens bougent quand même. Et comme on arrive à détecter le fait que ces liens bougent quand même, c'est le meilleur moyen de repérer des signaux faibles dans ce qui se passe dans l'économie. Alors, les événements qu'on repère, c'est des indicateurs macro, des indicateurs micro, ça peut être des événements, ça peut être des émeutes en France, ça peut être les élections aux États-Unis, ça peut être aussi des éléments ESG, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. À partir de ce moment-là, donc on peut, pour les théoriciens, générer des alertes pour les utilisateurs, pour les gestionnaires de portefeuille, mais on peut aussi, bien sûr, donner l'ensemble, accès à des tableaux de chiffres qui représentent ces liens de causalité, à des data scientists qui vont intégrer, en plus des autres sources, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas concurrents, je veux dire, on est vraiment complémentaires,
en plus de ce source, les data scientists vont prendre ça et rajouter ça dans leur modèle. Et aujourd'hui, nos clients nous disent que effectivement, ils ont des informations très intéressantes dans la totalité des liens et des données qu'on leur donne. Merci. Alors, si on prend le sujet sous l'angle de la niche, qu'est-ce qu'a fait finalement Corporate Things, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a un degré de corrélation, voire de proportionnalité entre la valeur apportée par la technologie que vous déployez et le taux de couverture, qui soit transactionnel ou de coverage finalement, d'un secteur, celui sur lequel du coup vous apportez, vous, de l'info? Oui, merci. Je pense que c'est effectivement le cas. Et si on se compare aux fournisseurs de données classiques, Bloomberg, tout ça, eux, ils se distinguent par une couverture qui est très large, mais ça a un coût. Ils ont une approche souvent par template. Et donc, quand vous demandez une société, vous allez toujours avoir des chiffres. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est ces chiffres-là? Les chiffres qui sont mis dans une case, ils ne sont pas toujours présents par la société. Donc, parfois, ils sont simplement mis dans la case parce que le nom est proche, mais le sens n'est pas le même. Des données qui ne sont pas dans le template n'apparaissent pas du tout. Elles ne sont pas présentes. Et le pire pour nous, c'est effectivement ce que décrivait Sylvain, c'est le cas où les cas sont remplis par combinaison de données d'autres sociétés. Alors souvent, c'est présenté par le fournisseur de données comme quelque chose de très savant. Ils vont dire, bon, on a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle développé par l'école polytechnique de Lausanne pour combiner ça, et ça nous donne un super indicateur. Et il reste que quand on essaye de dégager de l'alpha pour une société, on ne peut pas le faire en combinant les données d'autres sociétés. Il faut que ça vienne au bout d'un moment d'une spécificité de la société. Donc effectivement, nous, avec une approche qui va chercher spécifiquement les points de données donnés par la société et les interpréter, on va couvrir un univers qui est moins large, celui des sociétés qui adhèrent à des normes de reporting, typiquement IFRS, USGAP, pour ce qui est financier. Donc on va couvrir moins, mais on va être capable de donner l'information à l'utilisateur, de dire est-ce que finalement cette donnée-là, elle est utilisable et est-ce qu'elle est présente. Donc on fournit moins de données, mais on peut vous dire si la donnée elle est présente. Et je trouve ça mieux de dire que la donnée elle est absente que de donner une fausse donnée. Alors justement, pour rebondir là-dessus, on peut conclure que vos 4 offres sont finalement des offres dites sharp, c'est-à-dire justement qui sortent de cette pratique générique de la moyennisation, de la standardisation. Et comment on sort justement de ces pratiques calculatoires sur de la donnée brute qui ont plutôt quand même cours largement dans le système data générique dans lequel on agrège et puis finalement on fait des moyennes pour pouvoir déceler une tendance. Donc on a bien entendu à travers vos 4 interventions, vous vous inscrivez plutôt en faux par rapport à ça. Comment vous voyez les choses sur ce point et comment on favorise cette fameuse transparence de la data? Vas-y, ouais, Grégoire. Ok. Alors, quand on dit transparence de la data, l'opposé, c'est souvent la boîte noire. Et nous, c'est un point de départ qu'on a souvent constaté chez les asset managers quand il s'agit de données ESG. Alors, tu parlais de données brutes, mais en fait, la plupart du temps, nous, ce qu'on constate, c'est que le plus simple pour un gestionnaire d'actifs, c'est d'utiliser un score un peu tout fait, générique, qui va agréger tout un ensemble de thématiques en dessous. Et ce point de départ, souvent, il est très délétère pour être capable de créer un point de départ d'une décision d'investissement. On ne comprend rien à ce qu'il y a derrière un score, pour le dire simplement. Vous avez le score de McDo qui bouge de 5 à 7 sur l'environnement, vous vous demandez pourquoi, il y a peut-être 1000 raisons derrière, 1000 causes, et on ne sait pas ce qui se passe. Alors nous, on incite nos clients, au contraire, à travailler avec des données beaucoup plus brutes, à aller voir beaucoup plus de sources contradictoires. Et dans notre plateforme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé toute une librairie de calcul pour leur permettre d'avoir accès à une algorithmique puissante, mais ouverte, et c'est ça la grosse différence, pour qu'ils puissent comprendre les calculs qu'ils font. Donc moi j'ai plutôt tendance, quand il s'agit à aller sur le point de décision de gestion, sans parler de moyenne, en tout cas de faire des calculs relativement simples, compréhensibles par le gérant, parce que l'ESG c'est des tonnes de thématiques, et cette problématique de la compréhension et de l'interprétabilité, pour moi, va générer beaucoup plus de valeur pour la décision d'investissement que d'avoir un modèle extrêmement compliqué et sophistiqué auquel personne ne comprend rien en fait. Donc aujourd'hui, notre algorithmique, elle est utilisée par des gérants qui, je me souviens encore de cette anecdote d'un gérant qui nous avait dit en point de départ, bon en fait, j'ai fait appel à vous parce que mon data provider est nul.
il a des données pourries et globalement, je n'arrive pas à travailler avec lui. C'était pas toi. Voilà. Et du coup, on a regardé dans ces données, on l'a aidé à travailler avec les données du même data provider, mais un cran de granularité plus loin. Il a, lui, pu reconstituer le modèle qui l'intéressait. C'était un gérant small cap. Alors forcément, sur le small cap, il y avait des spécificités. Et au final, avec les mêmes données, mais retravaillées, mieux comprises et une algorithmique puissante utilisée dans notre plateforme, il est passé labellisé ISR, article 8, article 9. Et quand ce gérant-là, il vous rappelle après en disant « ça y est, on a gagné notre premier client grâce à notre stratégie d'impact, parce qu'on a réussi à lui prouver qu'on faisait bien les choses », voilà, nous on a gagné et on est content de notre travail. C'est à ça que ça sert, une algorithmique transparente et à la main du client. Merci. Et toi, Sylvain, donc, du coup, comment vous apportez cette preuve de la transparence? Qu'est-ce qui concourt à ça dans votre solution? Je voulais juste, avant de faire un tout petit aparté, rebondir sur le sujet qui avait été évoqué en alpha. Juste un truc qu'il faut garder en tête dans le domaine de l'ESG, c'est que le consensus mondial quantitatif, c'est que la donnée ESG n'a pas de valeur pour faire de l'alpha generation. Nous, on travaille beaucoup avec des hedge funds qui utilisent la donnée aussi pour faire de la prédiction. Et nous, on trouve que c'est dramatique aussi. Donc, un des objectifs de ce qu'on fait, c'est notamment sur les marchés cotés, d'aller avoir des data ESG qui ne sont pas seulement là pour cocher la case réglementaire, c'est important et c'est également disponible avec nos données, mais aussi pour avoir des événements un petit peu plus instantanés qui du coup sont plus utiles dans des stratégies d'alpha generation. Donc je rejoins vraiment ce sujet valeur qui est important. Il faut quand même questionner l'ensemble de cette industrie qui ne peut pas s'adresser qu'à cocher une case. Ça, c'est pas possible. Et sur le sujet de transparence, nous, notre approche, elle est simple, hein. C'est de l'intelligence artificielle, mais on fait tout pour éviter les sujets black box. Et l'avantage de ce qu'on fait chez Sésame, c'est que c'est du texte. Donc la méthode qu'on applique, c'est simplement que les gens peuvent analyser chacun des textes sous-jacents. Et donc si par exemple vous avez une évolution de la note d'Orpea il y a quelques années, un petit peu avant l'émergence des scandales, et qu'on se pose la question de pourquoi tout d'un coup cette société a une notation et une série d'événements plus négatifs, et ben on revient sur l'événement et on s'aperçoit que dans le journal local spécifique, dans les dernières nouvelles d'Alsace ou autres, il y a un premier scandale de maltraitance qui émerge. Et donc on le lit, on a accès à toute la data, et donc nous on a aussi les licences d'utilisation de l'ensemble des médias professionnels et payants, donc ça permet vraiment d'accéder à cette donnée, de la lire, de l'analyser et de l'incorporer dans les systèmes. Donc intelligence artificielle et transparence, c'est pas incompatible, et au contraire, nous on veut vraiment promouvoir une approche qui, in fine, est plus transparente que du rating et du scoring ESG dans la majorité des cas. On a un petit peu de mal à démêler finalement l'évolution de la note, comme tu le disais. Merci. Alors de votre côté, Corporatings, quelle est votre stratégie pour ne pas tomber justement dans l'écueil du rating Alors, nous, comme je l'ai dit, ce qu'on fournit à chaque fois, c'est les données telles que publiées par la société, et on va travailler sur le sens de cette donnée-là. Donc à chaque fois qu'on fournit une donnée, on a le lien vers le document source, on est capable de dire ça a été présenté comme ça à la base par la société, nous on l'a interprété comme ça parce qu'on est capable de comparer à l'ensemble des sociétés qui sont dans la même situation, donc on est capable de donner les paramètres du modèle qui font qu'on a donné l'interprétation, et le chiffre lui-même, on peut remonter exactement à sa source. Et pour convaincre les gens de l'utilité de ça, c'est très facile, puisque tous les problèmes que j'ai évoqués, je pense, ils sont déjà connus par l'industrie, et les gens n'utilisent les fournisseurs classiques que parce que pour l'instant ils sont contraints et forcés, et parce qu'il n'y avait que ça qui était disponible à des coûts raisonnables. Mais évidemment, c'est des choses, les gens ont soif de plus de transparence et de plus de précision. Et la conséquence actuelle, c'est que beaucoup d'analystes qui veulent faire du coup une analyse en profondeur, encore une fois, ne se basent pas sur les fournisseurs de données classiques, mais vont chercher les documents sources pour faire leur travail. Et même pour l'analyse quantitative, qui ne peut pas se permettre d'aller chercher ces PDF-là, il y a une déception vis-à-vis justement souvent de l'alpha qu'ils peuvent faire à cause de la pauvre qualité des données. Ou après, finalement, quand ils vont rechercher pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme ils avaient prévu, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des problèmes de qualité. Donc la transition, elle est toute nature, elle va venir que avec l'augmentation de couverture et la baisse des coûts, mais ils attendent que ça, quoi. Si jamais ils ont la possibilité de faire la transition vers plus de transparence et plus de précision, ils le feront dès que possible. Merci.
Et enfin, donc chez Causality Link, est-ce que c'est aussi ça, donner accès finalement à la data brute que vous compilez derrière? Oui, alors, c'est même par essence, puisqu'on part de l'explication. Je vous ai dit qu'on partait des liens de causalité expliqués dans un langage naturel par des analystes ou des journalistes. Donc, c'est par essence. En gros, chaque fois qu'il y a un lien, un lien de causalité, je reprends mon histoire du caoutchouc, entre caoutchouc et Michelin, je suis capable de vous sortir tous les textes qui ont permis de conclure ça. Je suis capable de vous les sortir par date, de savoir si ces liens, d'ailleurs, ont été plus forts, moins forts, voire inversés à un autre moment de l'histoire. On est aussi capable de dire que pensent les Européens là-dessus, que pensent les Américains, etc., puisque je suis capable de trier ces textes en fonction de leur origine. Je suis aussi, pour certaines boîtes, capable de dire qu'en pensent vos analystes internes par rapport à ce que pense on va dire, la presse, l'externe, etc., ce qui peut être parfois assez amusant. Donc l'explicabilité, elle est vraiment d'emblée et par essence au début. Causalité, une fois de plus, je pense que quand on fait des stats, on fait de la corrélation. La corrélation ne veut pas dire causalité. Nous, on part de la causalité. Donc, je dirais que je vois pas comment on pourrait ne pas être totalement transparent et explicable, par essence. Merci. Alors, pour conclure cette table ronde, et vous l'avez tous évoqué, finalement, la data, et notamment la data ESG, aujourd'hui, est pléthorique et de plus en plus, et en même temps, elle est regardée sous l'angle très réglementaire. Et en même temps, la réglementation n'est pas sèche. Donc, la prédictibilité du cadre réglementaire dans lequel on s'inscrit, on l'a pas. Donc comment on gère ça, comment on se projette là-dedans, et dans un contexte plus large, même au-delà de l'ESG, qu'est-ce qu'on anticipe comme mouvement sur ce marché-là quand la data devient une commodity comme une autre? Grégoire. Oui, alors, en fait, effectivement, déjà pour reprendre ton point, le cadre réglementaire n'est pas sec, je suis d'accord, et en même temps, c'est pas une raison pour pas avancer. Dans ce qu'on a fait dans notre plateforme, c'est qu'on a prévu déjà de le faire évoluer en fonction des futures évolutions réglementaires. Je pense qu'on est obligé aujourd'hui sur la finance durable. Encore il n'y a pas longtemps, je discutais avec un des régulateurs français qui travaille sur ces réglementations européennes ESG et qui nous disait bon, je suis pas sûr de ce que je vais faire dans 3 mois. Ah bon, du coup, mes clients non plus. Mais cette incertitude réglementaire, en fait, elle donne beaucoup de liberté, au contraire. Et je pense que c'est un bon moment pour aller utiliser plus de données. Ces données sont matures et c'est le bon moment justement pour se dire qu'est-ce que j'ai disponible aujourd'hui de nouveau, d'anciens aussi, si on peut qualifier comme ça les sets de Bloomberg ou de MSCI. C'est pas leur faire justice parce qu'ils ont aussi beaucoup de nouveaux datasets, mais admettons. Et aujourd'hui, nous, notre but, c'est d'être vraiment capable de faire le dernier kilomètre de l'ESG. C'est pour ça que, à part agréger des données, à part faire toute la partie algorithmique, on va fournir toute une batterie de services pour nos clients qui vont leur permettre de mettre en qualité les données, qui vont leur permettre de faire les fameux reporting réglementaires et de gérer tout cet aspect de flexibilité dont on peut avoir besoin à la fin. Moi, c'est une conviction forte que j'ai, qu'aujourd'hui, c'est les résultats du bac. Alors, j'ai beaucoup parlé de ça avec mon filleul, mais on a des résultats en maths ou en français que tout le monde critique en disant les gens, les élèves sont pas suffisamment forts en maths ou en français. Bon, alors c'est pas en créant un nouveau classique de la littérature française ou en inventant un nouveau théorème qu'ils vont devenir meilleurs. Aujourd'hui, pour qu'ils deviennent meilleurs, il faut des moyens, il faut des professeurs, il faut de la proximité, et c'est ce qu'on essaie de faire avec la plateforme de WeFin. On essaie justement de fournir cette plateforme qui va faire, comme je le disais, ce dernier kilomètre de l'ESG, un petit peu de comparaison pour la fin, mais je pense qu'on est vraiment à un moment où on est mature et on peut utiliser mieux les données disponibles. Merci. Alors côté corporating, est-ce que tu partages cette maturité de la data ESG? Alors nous, clairement, avec notre modèle qui est basé effectivement sur l'évaluation de l'alignement des données avec des normes, on pense que les normes, clairement, ne sont pas matures. Aujourd'hui, les normalisateurs eux-mêmes ne sont pas certains de ce qu'ils demandent. Donc, sur des choses vraiment basiques, sur les réglementations actuelles, les normalisateurs demandent de reporter le nombre d'employés. Ils ne savent pas si c'est le nombre d'employés à la fin de l'année ou si c'est la moyenne au cours de l'année. Donc, on est sur des choses que les normalisateurs eux-mêmes ne savent pas, que les
conseils vont du coup interpréter de manière différente, que les sociétés vont collecter de façon différente. Le fait que l'interprétation soit très différente, ça pose aussi des gros problèmes au niveau collecte de données tout court. Hein. Les sociétés qui consolident sans cesse des nouvelles entités doivent faire des reporting sur des données que les entités qu'elles consolident n'ont pas. Donc elles ne sont pas capables de produire les données tout court. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a beaucoup de travail à faire côté encore réglementation avant d'avoir des données qui sont assez fiables pour être utilisées. Encore une fois, il y a un enjeu de comparabilité entre sociétés. Et si jamais on a deux sociétés avec la même situation qui évaluent à plus ou moins 30% leurs données, c'est très problématique. Donc il y a du gros travail au niveau réglementaire et au niveau des normalisateurs, hein, EFRAG et ISSB aujourd'hui. Ils attendent du feedback et de la participation d'utilisateurs. Donc nous, on participe hein, avec eux justement à l'élaboration de ces normes-là, sur l'aspect contenu et sur l'aspect technique. Et au niveau utilisateur, on est très sous-représenté. Hein. Il y a beaucoup d'activités plutôt des sociétés qui elles-mêmes, comme vous le voyez sur la CSRD, ont tendance plutôt à retirer l'information et dans la consultation aujourd'hui, à retirer leur obligation de mettre les données dont vous aurez besoin pour le SFDR. Donc je pense qu'aujourd'hui, le combat, il est plutôt là, sur la clarification des données, la définition de normes qui permettent la collecte de données et la bonne compréhension par tous de ces données-là avant d'avoir des données reportées qui sont utilisables et comparables entre sociétés. C'est le minimum requis pour les données reportées. Pour tout ce qui est autres signaux, évidemment, il y a d'autres enjeux. Merci. Quand on en avait discuté de ton côté, toi, Jean-Bernard, tu as vu cette réponse assez directe, mais pour nous, la data ESG, finalement, c'est une donnée comme une autre. Ça ne change rien. Bah oui, on a une ontologie avec quelques dizaines de milliers de termes, enfin même centaines, avec tous les croisements, hein, puisque évidemment, vous pouvez avoir des indicateurs économiques, vous avez des événements macro, des événements politiques, mais vous avez aussi des valeurs, des données ESG. Donc on a une ontologie de plusieurs milliers de termes, rien que sur le ESG, qu'on détecte donc dans les textes qu'on lit de presse internationale. On est aussi abonné à des agrégateurs, hein, puisque on pirate pas tout ça, hein, c'est évidemment, on paye des licences. Et donc, ces données ESG, elles font partie, au même titre que n'importe quel événement économique, politique, de ce que l'on repère dans les textes. Si vous détectez un problème de sécheresse quelque part à cause du réchauffement climatique, et ce problème de sécheresse fait que que les circuits électroniques sont plus chers ou qu'on n'arrive pas à les produire et que derrière l'automobile va en pâtir, eh ben, vous avez fait un lien entre des événements très proches de l'ESG et puis des conséquences économiques. Et ça, vous l'avez fait évidemment avec un peu d'avance. Donc nous, l'ESG, oui, ça fait partie de tout le vocabulaire, toute l'ontologie avec laquelle on travaille. Merci. Donc Sylvain, le mot de la fin sur cette question de la data ESG, data comme les autres ou non, et quelle prédictibilité? Ouais, je pense que c'est très important de s'attacher à ces évolutions réglementaires et à comprendre comment ça impacte la data elle-même. Nous, notre approche, c'est qu'on a donc une centaine d'événements différents. C'est une base de données de typologie d'événements qui continue à évoluer. Donc, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux événements qui s'ajoutent régulièrement en fonction des contraintes. Et ensuite, de manière très importante, et c'est là qu'on voit la data ESG aussi un tout petit peu différemment d'autres data, c'est ensuite on va les mapper avec les différents frameworks. Donc il faut quand même mettre ça en relation avec ce que recherchent les clients. Est-ce que c'est un breach UN Global Compact? Est-ce que c'est lié à SASB, etc., etc. Et donc on fait ce mapping. Donc ça, c'est la première chose, c'est dynamiquement et grâce à l'IA étendre ces catégories progressivement. La deuxième chose, c'est vraiment d'être extrêmement exigeant mathématiquement sur la manière dont on tient compte de ces évolutions. Parce qu'un des gros problèmes dans le rating ESG, c'est l'absence de data point in time et le backfilling. C'est-à-dire que la data est modifiée après le fait et le score d'il y a un an se transforme après le scandale qui a émergé un an après. Et ça, c'est pas acceptable dans un monde de gestion quantitative. Et ensuite, sur la commoditisation de la data dont tu parlais, effectivement, je pense que la tendance qu'on observe, c'est qu'il y a, notamment sur les marchés publics, une data qui progressivement est en train de s'uniformiser et potentiellement de se commoditiser. Je pense que ça va dépendre notamment de l'ESMA, etc., sur le rating des ESG providers. Je pense que c'est une bonne chose de ce point de vue-là. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des dizaines de millions de sociétés dans le monde et que pour le moment, on en adresse 30, 40, 50 000. Il y a du boulot encore. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Merci. Merci à tous pour cette première table ronde et à l'ensemble de nos intervenants.